À l'enterrement de ma mère, mon père s'amusait avec sa maîtresse. Cette nuit-là, alors que je pensais d'avoir tout perdu, j'ai reçu un texto de son numéro. Un message qui défiait la mort et la raison. Je ne suis pas morte. Viens au cimetière. Maintenant. J'y suis allée, le cœur battant à tout rompre, et ce que j'ai vu dans la pénombre a glacé mon sang et a changé ma vie pour toujours. Cette histoire, c'est la mienne, celle d'une trahison inimaginable et d'une vérité qui refusait d'être enterrée. Avant de plonger dans les détails de cette nuit insensée, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant ce récit. Maintenant, revenons à ce jour de pluie à Brest. La pluie n'avait pas cessé depuis le matin. Une pluie fine et pénétrante, typique de la Bretagne, qui semblait pleurer avec moi. Je me tenais là, sous mon parapluie noir qui tremblait sous les assauts du vent, regardant le cercueil de ma mère disparaître sous la terre lourde et humide du cimetière de Carfautra. Je m'appelais Élodie, et jusqu'à cette semaine, ma vie était d'une banalité rassurante. Un petit appartement avec vue sur le port de commerce, un travail de designer graphique en freelance, et une mère, Corinne, qui m'appelait tous les dimanches pour s'assurer que j'avais bien mangé. Je me souviens de son dernier appel, le week-end précédent. Nous avions passé l'après-midi à préparer un kouign-amann, ses mains agiles pétrissant la pâte avec une énergie qui semblait éternelle. La santé, c'est de l'or, ma chérie, m'avait-elle dit en riant, le visage saupoudré de farine. N'oublie jamais ça. Ces mots résonnaient maintenant dans ma tête comme une blague cruelle, une ironie macabre. Comment une femme si pleine de vie pouvait-elle être terrassée par une crise cardiaque foudroyante, comme l'avaient dit les médecins du CHRU de Brest? Tout le monde pleurait. Mes tantes, mes cousins, les amis de la famille. Tout le monde, sauf mon père. Bastien n'était pas là. Il était à des milliers de kilomètres, à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Pendant que nous enterrions la femme de sa vie, il publiait une photo sur les réseaux sociaux. Lui, tout sourire, le bras autour de la taille d'une femme bien plus jeune, une coupe de rosée à la main, avec cette légende insupportable, bienvenue à ce nouveau chapitre. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était une célébration. Une insulte lancée au visage de notre chagrin. Quand j'avais appelé pour lui annoncer la nouvelle, sa voix au téléphone était plate, dénuée de toute émotion. Corinne est partie. C'était inévitable, avait-il dit, comme s'il parlait d'une transaction commerciale ratée. Occupe-toi des papiers, s'il te plaît. Je suis très occupé. Puis il avait raccroché. Pas de questions. Pas de larmes. Juste un ordre glacial. À cet instant précis, mon chagrin s'était transformé en une rage sourde. Une certitude terrifiante s'était installée en moi, mon père n'était pas en deuil. Il était soulagé. Et cette pensée me glaçait d'effroi. La cérémonie s'est terminée. Les gens sont partis les uns après les autres, me laissant seul face à la terre fraîchement retournée. Le vent s'engouffrait dans les allées, faisant gémir les cyprès. J'ai déposé une unique rose blanche sur la tombe. Elle semblait si fragile, si vivante, au milieu de toute cette mort. Je te promets que je trouverai la vérité, maman, ai-je murmuré, ma voix brisée par un sanglot que je ne pouvais plus retenir. Je le jure. Mais je ne savais pas encore que je n'aurais pas à chercher bien loin. Je ne savais pas que la vérité, aussi folle soit-elle, allait venir à moi, et qu'elle était bien plus terrifiante que n'importe lequel de mes cauchemars. De retour dans mon appartement, le silence était assourdissant. Chaque objet semblait crier son absence. Son écharpe en soie, oubliée sur le dossier d'une chaise, portait encore son parfum léger de lavande et de thé Earl Grey. Le livre qu'elle lisait, posé sur la table basse, était encore corné à la page 84. C'était insupportable. La douleur était une présence physique, une main de glace qui me serrait la poitrine et m'empêchait de respirer. Je me suis assise dans le noir, laissant la tempête qui faisait rage sur Brest être le reflet de celle qui dévastait mon âme. J'ai fait ce que nous faisons tous dans ces moments de désespoir absolu, j'ai cherché du réconfort dans le passé. J'ai ouvert la galerie de photos de mon téléphone. Maman, riant aux éclats pendant des vacances en Italie. Maman, le jour de mes 10 ans, me tendant un gâteau au chocolat surmonté de bougies scintillantes. Maman,
me serrant dans ses bras après ma première rupture amoureuse, me murmurant que tout irait bien. Chaque image était une nouvelle blessure, un rappel cruel de tout ce que j'avais perdu. Mon ancre, mon repère, mon amour inconditionnel. Disparu. C'est alors que mon téléphone a vibré sur la table. Une vibration stridente qui a déchiré le silence. Je l'ai ignoré. Probablement un autre message de condoléances. Mais il a vibré à nouveau. Agacé, j'ai tendu la main sans regarder. Et puis, mes yeux se sont posés sur l'écran. Le sang dans mes veines s'est transformé en glace. Le nom affiché était « Maman ». Mon cœur a raté un battement. J'ai fixé l'écran, incapable de comprendre. C'était son numéro. Le numéro que je n'avais pas eu la force de supprimer de mes contacts. Mes doigts tremblaient si fort que j'ai eu du mal à déverrouiller le téléphone. Une sueur froide a perlé sur mon front. C'était impossible. C'était forcément une erreur, une hallucination due au chagrin. J'ai ouvert le message. Il ne contenait qu'une seule phrase. Une phrase qui a fait basculer mon monde. Je ne suis pas morte. Viens au cimetière. Maintenant. Pendant un long moment, je suis restée pétrifiée, le souffle coupé. Mon cerveau essayait désespérément de trouver une explication logique. Un piratage? Une blague d'une cruauté sans nom? Mon père qui essayait de me faire perdre la raison? Toutes les options étaient plus sensées que l'incroyable vérité suggérée par ces quelques mots. Mais mon corps, lui, avait déjà décidé. Une force irrationnelle, un instinct plus puissant que toute logique, m'a fait bondir de mon canapé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai enfilé mon manteau par-dessus mon pyjama, j'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai dévalé les escaliers. Dehors, la pluie était devenue un véritable déluge. Les essuie-glaces de ma vieille Twingo luttaient pour balayer les torrents d'eau qui s'abattaient sur le pare-brise. Chaque coup de tonnerre me faisait sursauter. Je roulais trop vite sur les routes détrempées de la ville, mon esprit en ébullition. Une partie de moi hurlait de faire demi-tour, de rentrer me cacher sous ma couette et d'attendre que ce cauchemar se termine. Mais une autre partie, une petite voix qui ressemblait étrangement à celle de ma mère, me poussait à continuer. Étais-je en train de sombrer dans la folie? Ou étais-je en train de rouler vers un miracle? Sous les lampadaires jaunâtres du cimetière, une brume épaisse flottait entre les tombes, donnant au lieu une atmosphère fantomatique. Était-ce une illusion créée par ma peine? Ou était-ce le miracle que je n'osais même pas espérer? J'ai garé la voiture en catastrophe, le moteur encore tournant. Le vent a claqué ma portière avec une violence inouïe dès que je suis sortie. La pluie me fouettait le visage, se mêlant aux larmes que je ne sentais même plus couler. Le cimetière, la nuit, est un lieu intimidant. Chaque ombre semble prendre vie, chaque craquement de branches ressemble à un pas. Mais la peur était la dernière de mes préoccupations. Mon regard balayait frénétiquement les allées sombres. Maman, ai-je appelé, ma voix n'étant qu'un murmure tremblant, presque inaudible dans le fracas de la tempête. Le silence. Seul le bruit de la pluie sur les pierres tombales me répondait. Mon cœur s'est serré. C'était stupide. Une hallucination. Une blague macabre. J'allais faire demi-tour, rentrer chez moi et appeler un médecin. Et puis, je l'ai vu. Là-bas, au fond de l'allée principale, une silhouette se tenait, recroquevillée sous le grand chêne centenaire qui dominait le cimetière. Elle était petite, frêle, presque perdue dans l'immensité de la nuit. J'ai sorti mon téléphone, activant la lampe torche d'un pouce tremblant. Le faisceau lumineux a balayé les tombes, dansant sur la pierre humide, avant de se fixer sur la silhouette. Le souffle m'a manqué. C'était elle. Plus pâle, plus maigre que dans mes souvenirs, ses cheveux plaqués par la pluie, mais c'était bien elle. C'était le visage de ma mère. Ses yeux noisettes que je connaissais par cœur, se sont remplis de larmes en me voyant. Mon téléphone m'a glissé des mains et est tombé dans une flaque de boue avec un bruit sourd. Le monde autour de moi a cessé d'exister. Il n'y avait plus de pluie, plus de vent, plus de tombes. Il n'y avait qu'elle. Maman, ai-je réussi à articuler, ma gorge nouée. J'ai fait un pas, puis un autre, mes jambes en coton menaçant de me lâcher. C'était un rêve. Ce devait être un rêve. Élodie, a-t-elle murmuré,
sa voix rauque, fragile. Ce n'était pas un rêve. J'ai couru. J'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie et je me suis jetée dans ses bras. Elle était glacée, tremblante, mais elle était réelle. Je l'ai serrée contre moi, inspirant son odeur familière de lavande et de terre mouillée. C'était bien elle. Son cœur battait contre ma poitrine, un rythme faible, irrégulier, mais un rythme de vie. Nous sommes restés là, enlacés au milieu des morts, pleurant toutes les larmes de notre corps, un miracle silencieux au cœur de la tempête. Comment est-ce possible, ai-je sangloté contre son épaule. Je t'ai vu, tout le monde t'a vu. Elle m'a repoussé doucement, ses mains glacées se posant sur mes joues. Je t'expliquerai tout, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix pressante. Mais nous ne sommes pas en sécurité ici. Il ne faut pas qu'on nous voie. Il a des yeux partout. Ai-je demandé, confuse. Ton père, a-t-elle lâché. Le nom a suffi à me ramener à la dure réalité. Elle m'a entraîné par la main vers une petite voiture discrète, garée à l'ombre des arbres, loin de l'entrée principale. Une fois à l'intérieur, à l'abri de la pluie, je n'arrêtais pas de la regarder, de toucher son bras pour m'assurer qu'elle ne s'évaporerait pas. Je l'ai suppliée du regard. Maman, s'il te plaît. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle a pris une grande inspiration, ses mains agrippant si fort le volant que ses jointures sont devenues blanches. Elle a tourné son visage vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu une peur que je ne lui avais jamais connue. Ton père, il a tout planifié. Il a essayé de me tuer, Élodie. Les mots de ma mère ont résonné dans l'habitacle confiné de la voiture, plus assourdissant que le tonnerre qui grondait au dehors. Me tuer? Mais, pourquoi? C'était insensé. Mes parents étaient mariés depuis 30 ans. Certes, leur relation s'était refroidie ces dernières années, mais de là à imaginer un meurtre. L'argent, Élodie. Toujours l'argent, a-t-elle répondu, sa voix empreinte d'une amertume infinie. Elle a alors commencé à me raconter l'histoire, et la femme que je croyais connaître a laissé place à une captive, une victime d'une cruauté psychologique lente et méthodique. Depuis des années, mon père, Bastien, cherchait à prendre le contrôle total de l'entreprise florissante de ma mère. Une galerie d'art et un atelier de création qu'elle avait bâti de ses propres mains, à partir de rien. Il avait commencé par l'aider avec la comptabilité, puis avait progressivement placé ses propres hommes à des postes clés, l'isolant peu à peu. Il a siphonné les comptes, Élodie. Il a créé des sociétés écrans, détourné des millions d'euros pendant que je me consacrais à mon art, trop naïve pour voir son jeu. Quand elle a finalement découvert l'ampleur de la fraude, elle l'a confrontée. C'est là que le masque est tombé. Il l'a menacée, lui a dit que si elle parlait, il la détruirait, la ferait passer pour folle. Il voulait qu'elle lui cède légalement toutes ses parts, tout son patrimoine. Elle a refusé. Et c'est là qu'il a décidé de l'éliminer. Ce n'était pas un poison violent, a-t-elle expliqué, sa main tremblante se posant sur la mienne. C'était bien plus pervers. Pendant des semaines, il a ajouté une substance dans mon thé du matin. Une sorte de préparation à base de plantes rares, achetées sur Internet, qui, accumulée dans l'organisme, provoque un état de catalepsie. Une mort apparente. Son plan était diabolique de précision, provoquer une crise, la faire admettre à l'hôpital pour insuffisance cardiaque, puis, une fois déclaré en état de mort cérébrale, il aurait fait pression pour débrancher l'assistance respiratoire, un acte miséricordieux aux yeux du monde. Mon estomac s'est noué. J'avais l'impression de découvrir un monstre. Mais, comment as-tu survécu? Grâce à un ange gardien, a-t-elle murmuré. Tu te souviens de Sylvain? Le fils de ma meilleure amie d'enfance, Isabelle? Bien sûr que je m'en souvenais. Un garçon discret et intelligent. Ta mère a payé toutes les études de médecine de Sylvain après le décès de son père, a-t-elle précisé. Elle a toujours veillé sur sa famille. Il ne l'a jamais oublié. Par une chance inouïe, Sylvain était l'infirmier de garde aux urgences le jour où ma mère a été admise. Il a tout de suite trouvé que ses symptômes ne correspondaient pas à une crise cardiaque classique. La rigidité de son corps, son pouls presque imperceptible, quelque chose clochait. Agissant par intuition, il a prélevé un échantillon de sang et l'a envoyé à un laboratoire d'analyse toxicologique privé, en payant de sa poche. Le résultat est revenu quelques heures plus tard,
confirmant la présence de la substance neurotoxique. Il a compris qu'il ne pouvait pas passer par les voies officielles, a continué ma mère. Bastien était déjà là, jouant le mari éploré, pressant les médecins. Sylvain savait qu'il n'avait que quelques heures avant qu'il ne soit trop tard. Il a alors pris la décision la plus risquée de sa vie. Il a falsifié les données du moniteur cardiaque pour simuler un arrêt, a déclaré ma mère décédée, et a rempli lui-même le certificat de décès. Il a ensuite appelé un ami ambulancier qui travaillait à la morgue de l'hôpital. Ensemble, ils ont échangé les bracelets d'identification des corps pendant quelques minutes cruciales, le temps de sortir ma mère par une porte de service et de la cacher dans l'ambulance. J'écoutais, abasourdi par tant d'audace et de loyauté. Il a risqué sa carrière, sa liberté, pour toi. Il a sauvé ma vie, a corrigé ma mère, les larmes aux yeux. Je lui dois tout. Elle m'a regardé, son expression se durcissant. Je pensais que mon silence, ma mort, te protégerait. Je comptais disparaître pour de bon. Mais quand j'ai vu cette photo, cette célébration indécente de sa liberté, j'ai compris. Il ne s'arrêtera pas. Après avoir pris mon argent, il viendra chercher le reste. Il viendra te chercher, toi. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Ce n'était pas la fin d'un cauchemar. C'était le début d'une guerre. Et je réalisais avec effroi que j'étais désormais en première ligne. Le lendemain matin, le soleil a percé les nuages pour la première fois depuis des jours, mais la lumière n'apportait aucun réconfort. Elle ne faisait que rendre le monde plus froid, plus dur. Ma mère était en sécurité, cachée dans un petit appartement que Sylvain lui avait trouvé en périphérie de la ville. Nous avions passé une partie de la nuit à parler, à assembler les pièces du puzzle macabre. Chaque nouvelle révélation était une nouvelle couche de noirceur ajoutée au portrait de mon père. Vers 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai regardé ma mère, qui m'a fait un signe de tête encourageant. J'ai décroché, m'efforçant de garder une voix neutre. « Élodie, ma chérie, a-t-il commencé, sa voix mielleuse et fausse. Comment vas-tu ? J'espère que tu te reposes un peu. Je vais bien, ai-je menti, le mot me brûlant les lèvres. Écoute, je sais que c'est difficile, mais il faut s'occuper de la paperasse. Pour régler la succession de ta mère au plus vite. Pourrais-tu passer au manoir ce soir ? Il y a quelques documents à signer. Rien de compliqué, je m'occupe de tout. Le manoir. La grande maison de Plouzané où j'avais grandi, chaque recoin chargé de souvenirs. Je me suis souvenu des après-midi passés à courir dans l'immense jardin, mon père me poussant sur la balançoire, son rire résonnant dans les arbres. Ces souvenirs heureux étaient maintenant souillés, transformés en mensonges. D'accord, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je serai là vers 19 heures. Quand j'ai raccroché, j'étais tremblante. Il n'attend même pas, a murmuré ma mère, le visage blême. Il veut tout verrouiller avant que quiconque puisse se poser des questions. Alors nous allons jouer son jeu, ai-je déclaré, une détermination nouvelle s'emparant de moi. Je vais y aller. Je serai la fille obéissante et éplorée. Et je garderai les yeux ouverts. Ce soir-là, en arrivant devant le portail en fer forgé, j'ai eu l'impression d'entrer dans la maison d'un étranger. Tout était impeccable, froid, impersonnel. Mon père m'a accueilli avec un grand sourire, un verre de vin blanc à la main. Tu as l'air fatiguée, ma puce. C'est normal. Il m'a conduite dans son bureau, une pièce lambrissée de chêne sombre qui m'avait toujours intimidée. Une épaisse pile de documents était posée sur le bureau en acajou. Il m'a fait rasseoir et a fait glisser le dossier vers moi. Voilà. Ce sont juste des formulaires de transfert de propriété. Comme tu es la seule héritière, ta signature est nécessaire pour consolider les actifs. Une simple formalité. J'ai commencé à feuilleter les pages, mon cœur battant la chamade. Des titres de propriété, des relevés de comptes en banque, des cessions d'actions, tout y était. Des millions d'euros. Et au bas de chaque page, une signature. Celle de ma mère. J'ai levé les yeux vers lui. En tant que designer, j'ai passé ma vie à analyser les lignes, les courbes, les détails. Et je connaissais la signature de ma mère mieux que personne. Je savais comment elle terminait son « E » par une boucle ascendante et confiante. Sur ces documents,
la boucle était là, mais elle était hésitante, presque tremblante. C'était une imitation parfaite, mais sans âme. Cette signature est très réussie, ai-je dit froidement, en le regardant droit dans les yeux. Mais maman ne signait jamais comme ça quand elle était contrariée. On dirait presque une imitation. Son sourire a disparu. Un éclair de glace a traversé son regard. Il s'est penché en avant, sa voix devenant un sifflement menaçant. Ne joue pas à ça avec moi, Élodie. Ta mère était d'accord avec tout ça avant de partir. Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Je me suis levée, repoussant ma chaise. C'est drôle. Parce que la dernière fois que j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle préférerait tout brûler plutôt que de te laisser un centime. Son visage s'est décomposé. Assieds-toi, a-t-il ordonné. J'ai fait semblant d'obéir, mais en me rasseyant, j'ai délibérément fait tomber mon stylo. Il a roulé sous le bureau. En me penchant pour le ramasser, mes yeux ont scanné la pièce. Et c'est là que je l'ai vu. Dans le reflet du grand miroir mural derrière lui, dissimulé par une photo de famille où nous sourions tous, la porte discrète d'un coffre-fort encastré. J'ai ramassé mon stylo et je me suis redressée, un calme étrangement envahissant. Le jeu venait de changer de dimension. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. Chaque craquement dans mon appartement me faisait sursauter. L'image du coffre-fort était gravée dans mon esprit. C'était là. La preuve de sa trahison, la clé de notre liberté, était cachée derrière un mensonge de bonheur familial. Je devais y retourner. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin, quand la ville est plongée dans le silence le plus profond. J'ai enfilé des vêtements sombres, mon cœur battant à un rythme effréné. J'avais encore un double des clés du manoir, un trousseau que j'avais gardé par nostalgie de l'enfance. Qui aurait cru qu'il servirait un jour à ça? Conduire dans les rues désertes de Plouzané avait quelque chose de surréaliste. La maison était plongée dans le noir, imposante et silencieuse. J'ai garé ma voiture à quelques rues de là et j'ai fini à pied, me faufilant comme une voleuse. Chaque pas sur le gravier de l'allée résonnait comme un coup de feu dans le silence de la nuit. Mon souffle se condensait en petits nuages blancs dans l'air froid. J'étais terrifiée. Mais l'image du visage fatigué de ma mère me donnait une force que je ne me connaissais pas. La clé a tourné dans la serrure avec un déclic qui m'a semblé assourdissant. J'ai retenu ma respiration, écoutant. Rien. Je suis entrée, refermant doucement la lourde porte derrière moi. L'intérieur de la maison était encore plus angoissant dans l'obscurité. Les meubles massifs ressemblaient à des bêtes endormies. Je me suis déplacée à tâtons, guidée par la faible lueur de la lune qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Le bureau. La porte était fermée, mais pas à clé. J'ai glissé à l'intérieur, le cœur dans la gorge. J'ai retiré le tableau. Le coffre était là. Un pavé numérique à 6 chiffres. Mon esprit s'est emballé. Quelle date pouvait-il bien utiliser? Son anniversaire? Le mien? Notre anniversaire de mariage? J'ai essayé les 3. Échec. Bip strident et lumière rouge. La panique a commencé à monter. Et si je n'y arrivais pas? J'ai fermé les yeux, essayant de penser comme lui. Un homme narcissique, cruel, qui célébrait la mort de sa femme. Quel code choisirait-il? Une pensée horrible m'a traversé l'esprit. Une pensée si macabre que j'ai d'abord voulu la chasser. Mais la perversité de l'idée correspondait parfaitement au monstre que je découvrais. J'ai tapé la date. Le jour, le mois, l'année. Le jour où ma mère était censée être morte. Un clic doux. La lumière est passée au vert. La porte du coffre s'est entr'ouverte. J'ai dû prendre appui sur le bureau pour ne pas tomber. L'air me manquait. La cruauté de cet homme était sans limite. J'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, pas de bijoux, pas d'argent liquide. Juste des liasses de documents, des carnets et une petite clé USB noire. Le trésor de guerre de sa trahison. J'ai sorti le petit ordinateur portable que j'avais caché dans mon sac à dos. J'ai inséré la clé USB. Des dizaines de dossiers sont apparus. Comptes offshore, transactions Panama, contrats falsifiés. J'ai lancé la copie sur mon propre disque dur.
La barre de progression avançait avec une lenteur exaspérante. Chaque seconde était une éternité. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit au rez-de-chaussée. La porte d'entrée. Quelqu'un venait d'entrer. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé mon ordinateur, j'ai tout remis en place dans le coffre en une fraction de seconde, je l'ai refermé et j'ai remis le tableau. J'ai couru me cacher derrière les lourds rideaux de velours, retenant mon souffle. Des pas se rapprochaient dans le couloir. La poignée de la porte du bureau a commencé à tourner. C'était fini. Il m'avait eu. La porte s'est ouverte. Une silhouette est entrée. Mais ce n'était pas mon père. C'était le jardinier, venu vérifier le système d'alarme qui s'était apparemment déclenché par erreur. Il a jeté un coup d'œil rapide, a marmonné quelque chose et est reparti. J'ai attendu de longues minutes, le cœur prêt à exploser, avant d'oser bouger. J'ai quitté la maison en tremblant de tous mes membres et j'ai couru jusqu'à ma voiture. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé les portières, le front en sueur collé au volant. J'avais réussi. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est allumé sur le siège passager. Un nouveau message. De mon père. Alors, tu as passé une bonne soirée, ma chérie ? Le message brillait dans l'obscurité de la voiture, chaque lettre semblant se moquer de moi. Mon soulagement s'est instantanément transformé en une terreur glaciale. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Avait-il une caméra dans le bureau ? Une alarme silencieuse sur le coffre ? Avant même que je puisse reprendre mon souffle, le téléphone s'est mis à sonner. Son nom s'affichait. J'ai décroché, la main moite. Tu as toujours été intelligente, Élodie, a dit sa voix, calme, posée, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Mais tu as oublié qui t'a appris à mentir. Je ne vois pas de quoi tu parles, ai-je bafouillé, essayant de paraître convaincante. Un petit rire sec a crépité à l'autre bout du fil. Ne me prends pas pour un idiot. Je te donne 24 heures. Tu me ramènes cette clé USB, et on oublie tout ça. Sinon, je serai obligé de signaler à la police que ma fille, visiblement instable après le décès de sa mère, a cambriolé la maison familiale pour voler des biens de valeur. Tu finiras en prison, Élodie. Crois-moi. Il a raccroché. Je suis restée assise là, pétrifiée. Il ne bluffait pas. Il était prêt à me détruire, à sacrifier sa propre fille pour sauver sa peau. Le lendemain matin, sa menace a pris une forme bien plus concrète. J'avais besoin de retirer de l'argent liquide pour ma mère et moi, pour pouvoir tenir quelques jours. Je suis allée au distributeur de ma banque, j'ai inséré ma carte. Transaction refusée. J'ai réessayé. Même message. Perplexe, je suis entrée dans l'agence. La conseillère, qui me connaissait depuis des années, m'a regardée avec un air gêné. Je suis désolée, mademoiselle Miller, mais il y a un problème. Tous vos comptes ont été gelés. Gelés ? Mais pourquoi ? Elle a hésité, puis a baissé les yeux. Nous avons reçu une ordonnance judiciaire. Votre père, en tant que votre tuteur financier désigné, a demandé le blocage de vos avoirs en invoquant une instabilité psychologique et un comportement potentiellement dangereux pour votre propre patrimoine. Point. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mon tuteur financier ? Je me suis souvenu vaguement d'un papier qu'il m'avait fait signer il y a des années, prétextant que c'était pour simplifier la gestion de mon héritage futur. J'avais signé sans lire, aveuglé par la confiance. Il avait tout prévu, depuis le début. J'étais prise au piège. Sans 1 euro, sans aucun moyen de subsistance. Il venait de me couper les vivres, me laissant complètement démunie. C'est une chose d'être menacé. C'en est une autre de se retrouver sans rien, humilié devant une employée de banque qui vous regarde avec pitié. La rage a laissé place à un sentiment d'impuissance totale. Je suis sortie de la banque, le monde semblant tourner autour de moi. Mais le pire était à venir. Je suis allée retrouver ma mère et Sylvain pour leur raconter. Alors que nous discutions de la marche à suivre, Sylvain, qui regardait par la fenêtre, a soudainement pâli. « Ne bougez pas » a-t-il murmuré. De l'autre côté de la rue, une voiture banale était garée, un homme à l'intérieur lisant un journal. Mais il ne lisait pas.
Ses yeux étaient fixés sur notre immeuble. Elle est là depuis ce matin, a dit Sylvain. Mon père ne s'était pas contenté de me bloquer financièrement. Il avait engagé un détective privé. Il ne cherchait pas seulement à récupérer les preuves. Il nous chassait. Nous n'étions plus cachés. Nous étions traqués. Ce soir-là, assise dans le petit appartement avec ma mère, le désespoir m'a submergée. J'étais ruinée, poursuivie, et responsable de la sécurité de la femme que j'aimais le plus au monde. J'ai fondu en larmes. C'est fini, ai-je sangloté. Il a gagné. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Face à un ennemi qui semble avoir tout pouvoir, qui vous a pris votre argent, votre sécurité, et qui est sur le point de vous trouver, auriez-vous abandonné? Dites-le-moi dans les commentaires, car à ce moment précis, l'abandon semblait la seule option logique. Ma mère m'a prise dans ses bras. Non, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix étonnamment ferme. Ce n'est pas fini. Elle a relevé mon menton, me forçant à la regarder. Il nous a tout pris. Notre argent, notre maison, notre tranquillité. Il ne nous reste plus rien à perdre. Ces mots ont agi comme un électrochoc. Elle avait raison. La peur, l'impuissance, tout cela a disparu, remplacé par une colère froide et pure. Il pensait nous avoir acculés. Il avait oublié une chose essentielle, quand on pousse quelqu'un au fond du gouffre, on lui donne parfois la force de se battre comme jamais auparavant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La peur avait changé de camp. Nous n'étions plus des victimes passives attendant le coup de grâce. Nous étions devenus des combattantes acculées au mur, et notre désespoir était devenu notre plus grande force. Le lendemain matin, Sylvain a pris les choses en main. Bastien est puissant à Brest, a-t-il dit. Il a des contacts partout. Nous avons besoin de quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un qu'il ne pourra ni acheter, ni intimider. Il a passé un coup de fil. 1 heure plus tard, il nous a donné une adresse à Rennes, à plus d'1 heure de route. C'est un cabinet d'avocats. Demandez Madame Valois. Dites que vous venez de ma part. Faites attention sur la route, partez par les petites départementales. Nous avons quitté l'appartement au petit matin, le cœur serré, vérifiant constamment dans le rétroviseur si la voiture du détective nous suivait. Le trajet s'est fait dans un silence tendu. Rennes nous est apparue comme une promesse de salut, une ville où l'influence de mon père serait, nous l'espérions, moins prégnante. Le cabinet de Maître Valois était situé dans un immeuble ancien et discret du centre-ville. Rien à voir avec les tours de verre et d'acier des avocats d'affaires parisiens. L'intérieur était sobre, rempli de livres et de dossiers. Une femme d'une 50aine d'années, élégante et au regard perçant, nous a reçus. C'était elle. On la surnommait la déesse de la justice dans les couloirs du palais. Nous nous sommes assises, et pendant près de 2 heures, ma mère a raconté son histoire, sans omettre aucun détail. J'ai ensuite pris le relais, expliquant la découverte du coffre, le vol des données et les menaces de mon père. J'ai posé le disque dur contenant les preuves sur son bureau. Madame Valois a écouté sans nous interrompre une seule fois, son visage impassible. Quand nous avons eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, ses doigts fins appotant sur le bois de son bureau. J'ai cru qu'elle allait refuser, que notre histoire était trop folle, trop dangereuse. Puis, elle a levé les yeux vers nous, et pour la première fois, j'ai vu un éclair de feu dans son regard. Madame Miller, a-t-elle dit à ma mère, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Ce que votre mari vous a fait est monstrueux. Mais les documents que votre fille a récupérés, c'est bien plus qu'une tentative d'homicide. C'est de la fraude fiscale à grande échelle, du blanchiment d'argent, de l'abus de biens sociaux. Votre mari n'est pas seulement un mauvais homme, c'est un criminel de haut vol. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, nous n'allons pas simplement porter plainte. Ce serait trop lent. Il aurait le temps de cacher ses actifs et d'organiser sa défense. Non. Nous allons lancer une offensive coordonnée. Une tempête. Son plan était brillant et impitoyable. Primo,
nous allions déposer une plainte officielle pour tentative de meurtre et menace, ce qui déclencherait une enquête de la gendarmerie. Secondo, elle allait envoyer anonymement une copie des preuves financières au Parquet national financier et à Tracfin, le service de renseignement anti-blanchiment. Tertio, elle contacterait un de ses amis, un journaliste d'investigation réputé pour son intégrité, pour lui donner les grandes lignes de l'affaire. Nous allons le frapper sur 3 fronts en même temps, a-t-elle conclu, ses yeux brillant d'une lueur stratégique. Il ne saura plus où donner de la tête. Son empire va s'effondrer sur lui comme un château de cartes. En quittant son bureau, je me sentais transformé. L'espoir, que je croyais éteint, renaissait de ses cendres, plus vif que jamais. Nous n'étions plus seuls. Nous avions une alliée redoutable. Le temps de la fuite était terminé. Le temps de la contre-attaque avait sonné. Les 48 heures qui ont suivi notre rencontre avec Madame Valois ont été les plus longues et les plus tendues de ma vie. Nous étions retournés dans une nouvelle cachette, un gîte rural isolé que Sylvain avait trouvé au cœur de la Bretagne. Chaque son de voiture nous faisait sursauter, chaque ombre nous semblait suspecte. Nous savions que le détective de mon père était toujours à nos trousses et que le temps nous était compté. Madame Valois, elle, agissait dans l'ombre avec une efficacité redoutable. Elle nous tenait informés par des messages codés. Le dossier est chez le procureur. Le PNF a accusé réception. Le journaliste est très intéressé. Chaque message était une petite victoire, un pas de plus vers la fin du tunnel. La deuxième nuit, alors que nous étions sur le point de nous coucher, épuisés par le stress, nous avons entendu une voiture s'arrêter brusquement sur le chemin de terre qui menait au gîte. Les phares ont balayé la façade, illuminant notre salon pendant une fraction de seconde. Mon cœur s'est arrêté. Il nous a trouvés, a soufflé ma mère, le visage livide. Avant que nous ayons pu réagir, la porte d'entrée a été défoncée d'un coup de pied violent. Et il était là, sur le seuil. Mon père. Trempé par la pluie, les yeux injectés de sang, le visage tordu par une fureur que je ne lui avais jamais vue. Il n'était plus le businessman sophistiqué. C'était un animal traqué, dangereux. Le jeu est terminé, a-t-il hurlé, en avançant dans la pièce. Donnez-moi cette clé. Je me suis instinctivement placé devant ma mère, comme un bouclier fragile. C'est ton jeu qui est terminé, papa, ai-je répondu, ma voix tremblant moins que je ne l'aurais cru. Tout est fini. Fini, a-t-il ricané, un rire dément. Ça ne fait que commencer. Vous allez toutes les deux regretter d'être nées. Il a fait un pas vers moi, la main levée. J'ai fermé les yeux, m'attendant au pire. Je suis là, Bastien. La voix de ma mère a retenti dans la pièce, calme et claire. Il s'est figé. Il s'est tourné lentement. Ma mère était sortie de l'ombre de la cuisine. Elle se tenait droite, fragile mais digne. Vivante. Le visage de mon père s'est décomposé. La rage a laissé place à une incrédulité totale, puis à une horreur abjecte. C'était le visage d'un homme qui voyait un fantôme. Non, a-t-il bafouillé, reculant d'un pas, c'est impossible. Tu es morte. Tu as essayé, a répondu ma mère, sa voix ne faiblissant pas, mais tu as échoué. La vision de sa victime, ressuscitée devant lui, a semblé briser quelque chose en lui. La folie a pris le dessus. Il a poussé un cri de rage et s'est jeté en avant, non pas vers ma mère, mais vers moi. C'est de ta faute, a-t-il hurlé. C'est à ce moment précis que des lumières bleues et rouges ont inondé la pièce. Le bruit de plusieurs voitures freinant brutalement s'est fait entendre, suivi de cris. Gendarmerie. Ne bougez plus. En une seconde, la porte était grande ouverte et plusieurs gendarmes en tenue d'intervention ont fait irruption, armes au poing. 2 d'entre eux ont plaqué mon père au sol avant même qu'il ait pu m'atteindre. Le plan de Madame Valois avait inclus une surveillance discrète. Elle avait anticipé sa réaction violente. Alors qu'il lui passait les menottes, il se débattait, hurlant des insultes. Ses yeux cherchaient les miens, pleins de haine. Mais son dernier regard fut pour ma mère. Tu vas le regretter, Corinne, a-t-il craché. Tu le regretteras toute ta vie. Ma mère l'a regardé, sans haine, juste avec une immense lassitude. Non, Bastien, a-t-elle répondu doucement. La seule chose que je regrette, ce sont les 20 années que j'ai passées à tes côtés sans voir qui tu étais vraiment.
La porte s'est refermée sur lui. Le silence est retombé, seulement troublé par le crépitement de la pluie sur le toit. Le cauchemar était enfin terminé. J'ai regardé ma mère et je me suis effondrée dans ses bras, pleurant pour la première fois non pas de chagrin ou de peur, mais de soulagement. 3 mois plus tard, le procès de mon père s'est ouvert au tribunal de grande instance de Rennes. L'affaire était devenue un feuilleton médiatique national. Le notable de Brest et l'épouse ressuscitée, titraient les journaux. La salle d'audience était bondée. Des journalistes, des curieux, d'anciens associés de mon père venus assister à sa chute. Assis dans le box des accusés, Bastien n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux avaient blanchi, son costume de luxe semblait trop grand pour lui. Il fixait le vide, évitant notre regard. L'arrogance avait laissé place à une carcasse vide. Quand ma mère a été appelée à la barre, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Elle a marché d'un pas lent mais assuré. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à une survivante. D'une voix claire, posée, elle a raconté son calvaire. Les menaces, l'isolement, le poison insidieux, la peur constante. Elle a décrit la nuit de sa mort, le sentiment de son corps se paralysant, la conscience piégée dans une prison de chair. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement exposé les faits, et la vérité brute de son récit était plus puissante que n'importe quelle explosion de colère. Puis ce fut mon tour. Quand je me suis levée, mes jambes tremblaient. J'ai croisé le regard de mon père. Pour la première fois depuis le début du procès, il m'a regardé. J'ai vu dans ses yeux non pas de la haine, mais une lueur de confusion, comme s'il ne comprenait pas comment les choses avaient pu lui échapper à ce point. Mon père m'a toujours appris à être forte, ai-je commencé, ma voix s'adressant au jury mais mes mots étant pour lui. Il m'a appris à ne jamais abandonner, à me battre pour ce en quoi je crois. Je pense qu'il n'avait simplement jamais imaginé qu'un jour, je me battrais contre lui. J'ai raconté la découverte du coffre, les menaces, la traque, le gel de mes comptes. J'ai parlé de l'amour que j'avais pour lui, et de la douleur insondable de la trahison. Ce n'était pas un monstre que je décrivais, mais un homme que j'avais admiré, un père qui s'était perdu dans les abysses de sa propre cupidité. Et cette tragédie était, d'une certaine manière, encore plus triste qu'un simple conte de bien contre le mal. Enfin, Madame Valois a pris la parole. Pendant 2 jours, elle a méthodiquement démantelé la défense de mon père. Elle a présenté les relevés des comptes offshore, prouvant les détournements de plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle a fait témoigner l'expert toxicologue qui a confirmé la tentative d'empoisonnement. Elle a produit les enregistrements des menaces que mon père m'avait laissées sur mon répondeur. Chaque preuve était un clou de plus planté dans le cercueil de sa liberté. Quand le jury est revenu pour rendre son verdict, la tension était palpable. Le président de la Cour a lu la sentence d'une voix neutre. Pour les chefs d'accusation de tentative d'homicide avec préméditation, fraude fiscale aggravée, blanchiment d'argent et menace de mort, la Cour déclare l'accusé, Bastien Miller, coupable. Coupable. Le mot a résonné. En conséquence, la Cour le condamne à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Le bruit du marteau du juge a claqué dans le silence. C'était le son final. Le point final d'un chapitre sombre de nos vies. Mon père n'a pas réagi. Il a simplement fermé les yeux, son visage s'affaissant comme s'il venait de se vider de toute substance. Ma mère a expiré lentement, un tremblement parcourant tout son corps, comme si elle venait de relâcher une tension accumulée depuis des années. J'ai pris sa main. Elle a serré la mienne en retour. Nous n'avons pas pleuré. Nous étions au-delà des larmes. Alors qu'il l'emmenait, menotté, il a jeté un dernier regard par-dessus son épaule, vers nous. Juste une seconde. Une seconde où j'ai cru revoir le père que j'avais connu, avant que le masque de l'étranger ne reprenne sa place. Puis il a disparu. Le marteau du juge avait sonné comme le dernier coup de tonnerre après un long orage. Le calme pouvait enfin revenir. Nous avions gagné. Les mois qui ont suivi le verdict ont été étranges. Le monde extérieur était en effervescence. L'histoire de ma mère faisait la une des magazines, des producteurs de télévision nous contactaient pour des documentaires, des éditeurs pour des livres. Mais pour nous, le bruit du monde semblait lointain, assourdi.
Nous avions besoin de silence, de paix. Une partie de l'argent détourné a pu être récupérée, suffisamment pour nous permettre de repartir à zéro. Nous n'avons pas cherché à récupérer le manoir ou la galerie. Ces lieux étaient trop chargés de mauvais souvenirs. Au lieu de cela, nous avons fait quelque chose de radical. Nous avons tout quitté. Nous avons acheté une petite maison de pêcheur sur la presqu'île de Crozon. Une maison simple, aux murs blanchis à la chaux et aux volets bleus, avec un petit jardin qui descendait vers une crique sauvage. Loin de Brest, loin du tumulte, loin du passé. La vie a repris son cours, lentement. Le rythme n'était plus dicté par la peur et l'urgence, mais par les marées et les saisons. Ma mère s'est remise à peindre. Mais elle ne peignait plus les portraits sombres et torturés de ces dernières années avec mon père. Ses toiles se sont remplies de lumière, de couleurs vives, des paysages marins de la presqu'île, des fleurs sauvages de son jardin. Elle a recommencé à donner des cours de peinture aux enfants du village, et le son de leur rire a remplacé les silences angoissés de notre ancienne vie. De mon côté, j'ai ouvert un petit studio de design graphique dans la ville voisine. Je l'ai appelé Corinne et Élodie Création. C'était plus qu'un travail, c'était une promesse. La promesse de construire quelque chose de beau, d'honnête et de bien à nous, ensemble. Nous parlions peu du procès, peu de mon père. Il n'y avait pas de haine dans nos conversations, juste une sorte de tristesse distante, comme le souvenir d'une maladie dont on a guéri. Un soir, alors que nous étions assises sur la petite terrasse face à l'océan, le soleil couchant peignant le ciel de teintes orangées et violettes, je lui ai posé la question qui me taraudait encore. Maman, je n'ai jamais vraiment su, ce texto, la nuit de l'enterrement. Qui l'a envoyé? Ce n'était pas toi, et Sylvain m'a juré que ton téléphone était éteint et rangé dans un coffre. Elle a tourné son regard vers l'horizon, un léger sourire sur les lèvres. Je ne sais pas, ma chérie. Et je crois que je préfère ne pas savoir. Elle a pris ma main. Peut-être que parfois, quand l'injustice est trop grande, l'univers trouve un moyen de nous donner un petit coup de pouce. Une anomalie dans la machine. Un message venu de nulle part. Nous sommes restés en silence, à écouter le bruit des vagues venant s'écraser doucement sur les rochers. Il n'y avait pas de réponse logique, et pour la première fois, cela ne me dérangeait pas. L'important n'était pas de savoir comment le miracle s'était produit, mais de l'avoir vécu. Dans la lumière déclinante, j'ai regardé ma mère. Je n'ai pas vu une victime, ni un fantôme revenu d'entre les morts. J'ai vu une femme incroyablement forte, une artiste qui avait retrouvé ses couleurs, une mère qui avait sauvé sa fille autant que sa fille l'avait sauvée. J'ai compris à ce moment-là que notre histoire n'était pas une histoire de vengeance. C'était une histoire de survie, et plus encore, une histoire de renaissance. Nous avions tout perdu, une famille, une fortune, une vie, mais nous avions trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux en échange, la paix, et nous-mêmes. Le voyage avait été terrifiant, mais ici, sur cette presqu'île battue par les vents, nous étions enfin rentrés à la maison. Notre histoire est peut-être un cas extrême, une de ces histoires qu'on pense n'exister que dans les films. Mais la trahison, la manipulation financière au sein d'une famille, la douleur de voir un être cher se transformer en étranger, ce sont des sentiments que beaucoup de gens connaissent, sous une forme ou une autre. Le chemin pour s'en sortir est long et difficile. Il demande du courage, de l'aide, et parfois, un petit miracle venu de nulle part. Nous avons appris à survivre, à nous reconstruire, et finalement, à retrouver la lumière. Aujourd'hui, quand je regarde ma mère peindre dans son jardin, le visage apaisé, je sais que nous avons fait le bon choix. Nous n'avons pas laissé la haine nous définir. Nous avons choisi la vie. Si ce récit a résonné en vous, si vous avez, vous aussi, dû faire face à une épreuve qui vous semblait insurmontable, à une trahison qui a fait voler votre monde en éclats, n'hésitez pas à partager votre ressenti ou un morceau de votre histoire dans les commentaires. Il ne s'agit pas de remuer le passé, mais de se rappeler les uns les autres que nous ne sommes pas seuls. Chaque histoire de résilience partagée est une lumière de plus dans la nuit, un guide pour ceux qui se sentent encore perdus dans la tempête. Votre voix compte. Votre expérience est précieuse. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si mon histoire vous a touché, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de vie, d'autres combats pour la vérité et la justice. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous.